That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à toutes, je m'excuse d'emblée pour cette lumière extrêmement cramée. Voilà, c'est les aléas de les enregistrements en direct, c'est un peu compliqué de changer de pièce maintenant. Donc le plus important, c'est ce qui va être dit et je suis persuadé que ce qui va être dit va être passionnant aujourd'hui. J'ai vraiment l'honneur de discuter aujourd'hui avec quelqu'un que je connais depuis très peu et je suis parfaitement et passionnément ses vidéos, ses lives aussi. Landry, bienvenue chez Fait Croquet. Bah, merci beaucoup déjà de l'invitation. Je suis très honoré. C'est la première vraie interview que je fais, donc peut-être que je vais peut-être un peu bégayer ou je ne sais pas, mais merci en tout cas de l'invitation. C'est très très gentil. Alors je suis Landry, donc tu t'appelles Warren, donc je Exactement. t'appellerarai dorénavant Warren, et je suis extrêmement, voilà, juste j'ouvre une parenthèse, je suis extrêmement jaloux de la qualité de ton image, qui est certainement un appareil photo numérique, Exactement. voilà, et du son de ton micro. Voilà, les choses sont dites, on referme la parenthèse, et message que je voue une haine mortelle de toi. Mais écoute, en tout cas, merci beaucoup. Fait Croquet, comme je l'explique souvent, c'est tout simplement une envie très forte d'aller rencontrer celles et ceux qui questionnent le cinéma sur Internet. Donc, il y a des Mhm. vlogs, il y a des blogs aussi, l'écriture, il y a des revues de cinéma et il y a aussi des chaînes YouTube, surtout des chaînes YouTube. Et donc, j'aurais voulu discuter de cela avec toi parce que ta chaîne est très, très particulière. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde un petit peu les caractéristiques de cette chaîne, tu le dis, tu le présentes et tu l'écris d'emblée que c'est une chaîne qui va être consacrée à un certain genre de cinéma. Exactement. Mais ce que tu ne dis pas et ce qu'on voit très vite dans tes vidéos, c'est que le genre que tu le questionnes de manière extrêmement subjective. Et ça, on va en parler plus tard. La première question est très simple, tout le monde la connaît, donc j'y ai plus de surprise. J'aurais voulu connaître cette fameuse image marquante qui peut-être a eu des répercussions sur ton regard concernant le cinéma. Alors moi ça remonte à 2002-2003, du coup j'avais 4 ou 5 ans à cette époque-là et en fait c'était pour aller voir La Planète au Trésor, donc c'est le film d'animation Disney je crois, oui c'était ça, c'est Disney et en fait le truc c'est que j'habite assez loin de Paris, enfin je suis en région parisienne mais j'habite assez loin de Paris donc on allait très très rarement sur Paris et notamment là en fait on est allé au Grand Rex donc c'était assez particulier pour moi de regarder ce film déjà parce que j'aimais beaucoup l'animation et surtout parce que c'était au Grand Rex, une salle immense. Enfin, à l'époque, enfin, moi, à côté de chez moi, il n'y a que des petites salles, donc c'était assez étrange. Et en plus de ça, en fait, au McDo, ils faisaient des menus à l'époque, des Happy Meal, en lien avec des films d'animation de Disney. Et en fait, on avait toujours un petit jouet dans le Happy Meal. Et j'ai découvert le film La Planète au Trésor grâce à un jouet dans le Happy Meal avant de regarder le film. Donc, je ne savais pas du tout ce qu'on allait regarder quand mes parents nous ont amenés avec ma sœur voir le film. Et j'ai découvert le film avec ce jouet. Et déjà, le jouet, je l'ai beaucoup aimé. Et ensuite, bah, j'ai d'autant plus apprécié le film. Et ce qui est cool, en fait, c'est que, enfin, ce qui est cool après, je pense que c'est aussi le cas pour plusieurs personnes d'entre vous, mais c'est que en fait, quand j'apprécie un film, et ce depuis bah, tout jeune, c'est que j'en fais aussi le souvenir dans le sens où j'associe beaucoup le film que j'ai vu, pas forcément au film que c'est, mais à tout ce qui entoure le visionnage. Et du coup, le fait qu'il y ait eu le Happy Meal, le fait que ce soit l'une des premières fois où je vais sur Paris pour aller voir un film où c'était un écran juste immense et j'avais pas vraiment l'habitude, bah, c'est tout ça qui a fait que j'ai apprécié le film, même si j'ai bien apprécié tout ce qu'il se passe dans ce dit film. Mais c'est surtout tout ce qui englobe le film qui m'a beaucoup touché. C'est pour ça qu'on dit souvent, et je trouve ça vraiment assez intéressant cette anecdote, parce que c'est vrai que le cinéma n'est pas forcément qu'un moment de divertissement, c'est aussi un outil très sociologique, Mm. et on l'associe à des sautes d'humeur, on l'associe aussi à des gens qui peut-être à ce moment-là nous ont accompagnés pour voir le film, ou à des objets, et je trouve ça assez passionnant. Et est-ce que donc tu nous disais que ce sont tes parents qui t'ont emmené voir ce film. Est-ce que tes parents ont été réellement tes premiers passeurs? En soi, oui, mais à des degrés différents. Il regarde tous les dimanches des films depuis des années, donc il continue à s'instruire cinématographiquement parlant, et que ce soit des films pas forcément d'auteur, mais en fait, il regarde de tout. Donc c'est surtout ma mère en fait qui m'a montré les premiers Disney, etc. Et c'est mon père qui, de son côté, lui, m'a fait découvrir l'univers Marvel. Donc en soi, c'est un petit peu des deux sens que j'ai découvert en fait les différents films qui font qu'aujourd'hui j'adore le cinéma.
Mais je dois avouer que c'est peut-être un petit peu plus ma mère qui m'a montré certaines choses, et même encore aujourd'hui, tous les samedis avec ma mère, je lui fais découvrir aujourd'hui, c'est moi qui suis entre guillemets maintenant le passeur. Je lui montre par exemple des séries comme Stranger Things qu'elle connaissait pas, enfin c'est pas forcément la cible de base, et elle me montre des films beaucoup plus de son époque entre guillemets. Par exemple, hier on a vu Flic ou Voyou avec Belmondo, que je n'avais jamais vu et que j'ai bien aimé. Et du coup c'est ça aussi, c'est que j'aime bien l'évolution que le fait d'être passeur ou comment dire, de plutôt de voir des films qu'on nous a conseillés, c'est de faire aussi l'inverse. Et cette évolution, moi, je l'aime beaucoup. Tu l'aimes beaucoup. Ouais. Mais comment se passent ces projections-là? Enfin, quand le film est terminé, est-ce qu'il y a automatiquement une véritable discussion autour du film que vous avez vu? Non, nous on n'est pas trop dans la réflexion cinématographique, etc. Nous on est plus à parler pendant le film, à rigoler et tout. Et ben justement en fait c'est ça, c'est que j'apprécie d'autant plus un film quand ça se passe comme ça, quand on se prend pas la tête à savoir ce qui peut se passer. Enfin même si on se prend la tête pour savoir ce qui peut se passer par rapport au fait qu'on parle pendant le film et on vanne, on rigole et tout par rapport à tout ça. Mais c'est vrai qu'après on discute pas par exemple des choix d'éclairage ou quoi que ce soit. C'est vrai que mes parents ils sont plus dans l'histoire que dans la technique ou dans l'artistique. Donc on n'est pas trop à parler de tout ça. On peut faire des théories après, par exemple quand c'est du Marvel, etc. Moi je leur donne mes théories, par exemple tous les samedis avec ma mère on regarde WandaVision et je lui fais part de mes théories parce que vu que c'est assez compliqué à comprendre et elle a tout vu, elle a vu tous les films par exemple, mais c'est assez compliqué à comprendre, donc là à ce moment-là j'essaie de lui en parler après, etc. Mais c'est vrai que c'est plus pendant le film qu'on fait des petites réflexions. Par exemple si c'est un thriller, je vais lui dire ah bah je pense que c'est lui parce que à un moment donné on le voit plus trop, donc peut-être qu'ils essayent de nous faire en sorte qu'on le voit moins, etc. Et c'est plus pendant le film qu'après. Fut un temps, le vendredi soir, les gens sortaient, s'habillaient chiquement pour aller soit au théâtre ou au cinéma. C'était un rituel. J'ai cette impression que dans votre famille, si je peux me permettre, il y a le cinéma est perçu d'abord et avant tout comme un rituel. Oui, oui, c'est vrai que j'avais jamais vu ça comme ça. En fait, plus pour mes parents, parce que eux, tous les dimanches, enfin quasiment tous les dimanches depuis que je suis né, ils regardent des films, comme j'ai dit, hein, que ce soit des films d'action, des films romantiques, des Marvel ou quoi que ce soit. Du coup, c'est presque limite un rituel. J'avais jamais vu ça comme ça, mais ouais. Mais après, moi, enfin pareil, c'est vrai que je fais aussi ça aujourd'hui avec ma mère, donc le samedi, mais j'avais jamais vu ça sous cet angle. C'est vrai que ça me fait bizarre du coup de voir comme ça, mais oui. Comment tu te sens quand tu transmets un film à tes parents? Je suis content. Je suis content parce que je leur fais découvrir des choses que ils auraient pu me faire découvrir si j'avais été plus jeune et s'ils les avaient découvert, s'ils avaient découvert tout ça avant moi. Par exemple, encore une fois, WandaVision, je le fais découvrir à ma mère et je suis très très content parce que en fait, avec les théories que je peux faire et avec tout ce que je lui dis autour de la série, elle se pose elle-même des questions et des questions que je me serais pas posées. Et je trouve ça fou, en fait. Et d'avoir un regard extérieur aussi sur ce qu'on peut proposer, c'est bien parce que aussi ça peut nous apporter une nuance. Parce que si on est fan de quelque chose et qu'on regarde quelque chose et qu'on sait que ça va nous plaire, et du coup, on est beaucoup moins objectif. Enfin, oui, objectif. Et alors que si on a un regard extérieur de quelqu'un qui nous apprécie et qui apprécie aussi ce qu'on regarde, et ben, du coup, ça sera un petit peu plus critique et aussi, nous, on peut se poser des questions et de nuancer un petit peu plus son propos. Et est-ce que, pardon, est-ce que cette chaîne que tu as créée, qui s'appelle Landry, Landry fait son comics, mais Landry, est-ce que cette chaîne-là, il y a aussi eu peut-être une envie, aller à 20-30% de la faire pour un peu aussi pour ceux qui ont été tes premiers passeurs? Ah, pas vraiment, pas vraiment. En fait, j'ai fait cette chaîne parce que de base, j'avais une autre chaîne, mais qui était plus tirée à l'humour, etc. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux prendre plus de plaisir comment dire, à montrer entre guillemets ma passion. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais à parler plutôt de ma passion, parce que j'aimais bien l'humour, etc. Mais c'est vrai que j'étais beaucoup plus passionné par les films, le cinéma, les Marvel, les DC, etc. Donc je me suis dit, en soi, j'ai rien à perdre. Je vais juste parler de ce que j'aime. Peu importe si les gens n'aiment pas, moi, ça me fait plaisir de le faire. Et c'est plus cette envie-là, en fait. C'est plus de véhiculer ma passion à travers les vidéos. Si ça touche des gens, tant mieux. Si ça ne les touche pas, tant pis. Mais au moins, je me serais dit que je l'ai fait et j'aurais pas de regret à ne pas l'avoir fait. Eh ben, la question, elle est peut-être un peu complexe, mais pourquoi? Pourquoi avoir envie de faire ça? Pourquoi avoir envie de se poser un moment et de consacrer beaucoup de temps aussi? C'est un travail très, très éprouvant, et quand le travail est terminé, c'est très jouissif aussi. Voilà, il y a plein de sentiments qui se mêlent. Mais pourquoi cette envie très forte de créer cette chaîne et d'autant plus dans cette chaîne de parler d'un certain genre de cinéma, tout ce qui est Marvel, DC Comics, Pixar, les cinémas de genre. Pourquoi cette envie très forte?
En fait, c'est un peu un défi que je me suis lancé parce que comment dire, quand j'étais au lycée ou au collège, on se moquait de temps en temps de moi quand je parlais de Marvel et tout parce que c'était pas forcément, comment dire, un univers qui plaisait. C'était pas vraiment populaire, c'était vraiment un genre entre guillemets de niche. Enfin, c'était vraiment des puristes à l'époque qui pouvaient parler de ça, etc. Et moi, je trouvais pas trop de personnes avec qui en parler. Et évidemment, au fur et à mesure, avec le MCU, avec tous les films d'ici, avec tous les films Harry Potter et tout, le cinéma a pris une autre ampleur au niveau de la pop culture très très du coup plus populaire. Et je trouve ça très très bien. Et en fait, je me suis dit que j'ai pas eu l'occasion d'en parler énormément avec des personnes que je connais. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas en parler à des personnes que je ne connais pas et aussi de pouvoir connaître aussi aujourd'hui des personnes qui font la même chose ou qui aiment la même chose que moi, sans pour autant qu'il y ait ce relationnel direct. Et je l'ai trouvé grâce à YouTube, grâce à Insta, etc. Et c'est très, très cool aujourd'hui de pouvoir parler de sa passion à des personnes qu'on n'a jamais vues, qui ne nous ont jamais vus et qui, dans les commentaires, peuvent aussi avoir des débats avec des personnes qui ne connaissent pas. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de véhiculer avec cette chaîne, c'est d'avoir plein de gens passionnés de divers univers et qui peuvent se retrouver sans jamais s'être vus et que tout soit évidemment dans la bienveillance. Et c'est ça aussi, c'est aussi pourquoi j'ai voulu lancer cette chaîne. C'est pas de créer un mini réseau autour de la pop culture, mais juste de véhiculer ma passion. Et si d'autres personnes peuvent le faire entre eux, bah c'est tout bénef. La cinéphilie, c'est aussi une manière d'exister pleinement dans un milieu, dans un endroit où souvent on est un petit peu regardé comme un étranger, Mm. moqué. Tu l'as dit, ce mot-là, c'est un mot qui me marque hein, quand tu dis, enfin ce verbe me marque quand tu dis moqué. C'est bizarre parce que j'ai toujours comment dire, j'ai toujours pensé que le cinéma, allez, je le dis de manière très grossière et je le fais exprès, c'est provocateur de ma part, le cinéma de super-héros est un cinéma qui est forcément très populaire, mais en fait non, selon toi, à l'époque où tu étais encore lycéen, on ne le percevait pas comme ça. Après, moi, je le perçois par rapport à ce que j'ai vécu. Je sais que ça peut être totalement différent en fonction de là où on habite, de nos fréquentations, pardon, etc. Par exemple, moi, je sais que j'ai deux cousins qui sont aussi très fans de Marvel et tout, donc je pouvais en parler avec eux, mais on habite assez loin, les uns des autres, donc c'était plus compliqué. Alors que dans mon lycée, alors pour tout vous dire, enfin pour tout te dire, pardon, c'est un lycée vraiment très catho, donc c'était vraiment, en fait, c'était pas vraiment le genre. Évidemment, il y avait des gens qui aimaient, et c'est ça qui était très cool, c'est que de temps en temps, on pouvait en parler, mais très légèrement, on va dire, sur 10 personnes que je connaissais, il y en a une seule à qui je pouvais vraiment en parler, et pas trop précisément, parce que c'était vraiment quelque chose qu'elle regardait de temps en temps. Donc voilà, aujourd'hui, ça se démocratise un petit peu plus, parce que voilà, t'as toutes les cultures entre guillemets qui sont représentées, toutes les religions, et c'est ça qui est cool, c'est que tout le monde peut s'y retrouver aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à l'époque c'était plus compliqué de pouvoir en parler, et aujourd'hui d'en parler ça fait ça fait énormément de bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est assez paradoxal, parce qu'avant quand j'essayais d'en parler avec mes amis, c'était compliqué. Alors qu'aujourd'hui, quand il y a des amis qui viennent sur ma chaîne YouTube, je suis un petit peu gêné, parce que je me dis, c'est pas forcément entre guillemets le public que je cible. Et ça me fait bizarre en fait de tout mélanger, et je sais pas, ça me fait une sensation assez étrange. Imagine le jour où tes parents n'auront plus d'intérêt pour ça, pour ce genre de film. Ce qui est pas possible parce que ton père, c'est lui qui te l'a transmis. Comment tu le vis, comment tu pourrais le vivre ça? Ça peut arriver un jour ou l'autre, Oui, hein. bien sûr. En fait, c'est un petit peu en train d'arriver, dans le sens où moi, je suis très très fan du Monsterverse, par exemple. Mhm. Et mon père aussi, il aime bien tout ce qui est bagarre, etc. Par exemple, les premiers personnages Marvel dont il m'a parlé, c'était Hulk et Thor, donc des personnages qui se battaient bien, etc. Et quand je lui ai parlé du Monsterverse, enfin du film Godzilla contre Kong, ça lui a Mhm. pas plu en fait. Et du coup, ça m'a fait bizarre, parce que je me suis dit, bah, il a toujours aimé ça, et aujourd'hui, il aime plus. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir lui en parler et tout? J'ai essayé de lui montrer la bande-annonce, ça lui a pas plu plus que ça. Donc, c'est vrai que ça m'a fait bizarre, mais en soi, c'est vrai que tout le monde évolue. Même peut-être moi, un jour, je me tournerai vers un autre cinéma qui me correspondra pardon plus que ce que j'aime aujourd'hui. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait le cinéma, c'est qu'on n'a pas qu'un seul genre. Même moi aujourd'hui, je suis fan de Marvel, de DC, etc. Mais c'est pas ce que je regarde
tout le temps, par exemple. Je peux regarder, comme j'ai dit tout à l'heure, des films de Belmondo, des films de Louis de Funès. Enfin, vraiment, j'essaie d'élargir mon champ des possibles, et je pense que c'est aussi ce que font mes parents en ce moment, parce qu'ils regardent de moins en moins de films comme ça. Par exemple, déjà là, on avait le Covid qui a ralenti tout le cinéma, donc c'était plus compliqué de regarder des nouveaux films, et notamment des films qui étaient prévus en rapport avec Marvel et tout. Donc peut-être que la hype est un peu moins présente, mais c'est vrai que ça me ferait bizarre s'ils n'aimaient plus du tout ça, sachant que c'est eux qui m'ont transmis. Et en plus, pour la petite anecdote, du coup, mon décor qui est derrière moi, c'est mon père qui me l'a construit de A à Z. Et du coup, ça ferait bizarre de me dire qu'il m'a construit quelque chose, mais qui n'est plus vraiment dans le mood de tout cet univers qui est aujourd'hui le mien. Et ça serait étrange, mais après, en soi, c'est la vie, c'est l'évolution. Mais c'est dingue parce que quand je me rappelle enfin, je me rappelle, on a l'impression que c'était il y a 15 ans, mais quand tu me parles de cette image marquante qui est d'abord un objet et qui ensuite sera lié à un cinéma, et que tu nous montres le décor derrière toi, qui a été créé par ton propre père. Enfin, c'est pas de la psychologie de bazar, mais je veux dire, les choses se rejoignent extraordinairement. Tout est logique finalement dans ton parcours vers la cinéphilie. Tu parlais donc, tu disais très justement qu'il y avait un certain cinéma que tu adorais questionner, et tu le fais sur ta chaîne. Puis il y a d'autres formes cinématographiques que tu regardes aussi. J'aurais voulu savoir à partir de quand dans ta vie tu as commencé à voir que le cinéma ça peut être aussi autre chose. Depuis tout le temps, en fait. En fait, j'ai découvert le cinéma avant de découvrir le cinéma, entre guillemets, comme on a dit tout à l'heure, de super-héros. Je regardais des films avant, par exemple L'Arme Fatale, James Bond, etc., qui sont des films qui sont un petit peu différents de ce que je regarde aujourd'hui, enfin plus aujourd'hui, mais j'ai découvert en fait les super-héros après, donc j'avais pas forcément ce gap immense entre le, comment on peut dire ça, entre le cinéma d'action de base américain, on va dire, pour prendre juste un exemple, et le cinéma de super-héros. J'ai pas eu ce gap-là, voilà, je pense avoir répondu à la question, je suis pas sûr, mais... Si. En fait, c'est très simple. Mais, et donc, à partir c'était en quelle année que tu as créé ta propre chaîne YouTube? Celle-là, celle-ci actuellement, Landry. Celle-ci, c'était en 2017. 2017. La question est très simple. Pour toi, elle est très simple, donc elle sera complexe à répondre. C'est toujours comme ça. Qu'est-ce qu'un bon film de super-héros? C'est quoi un bon film de super-héros, selon toi? Alors, selon moi, un bon film de super-héros, c'est un film qui est pas cliché. C'est un film où il n'y a pas un méchant qui est méchant parce qu'il est méchant. C'est pas un film où il y a des gentils qui sont gentils parce qu'ils sont gentils. C'est un film où il y a plus de profondeur que ça, où il n'y a pas vraiment de méchants, où il n'y a pas vraiment de gentils. Et en fait, c'est quelque chose qui s'inscrit dans notre société actuelle, où c'est vraiment, par exemple, je prends souvent cet exemple-là, mais de Captain America, le soldat de l'hiver, où on a vraiment toute cette représentation du bien et du mal qui est biaisée par rapport au fait que le bien, qui est supposé être du coup le Shield, est en fait qui traîne plusieurs casseroles, et d'un autre côté les méchants qui, eux, de leur point de vue, sont gentils, mais on a cette impression que au final, est-ce que ce ne sont pas eux les vrais gentils, même si on sait que ce n'est pas eux. Et tu as aussi ce personnage principal qui, lui, se demande si le camp où il est, c'est pas un camp justement malveillant. Enfin, il y a toute cette question du bien et du mal qui est d'autant plus questionnée, et ce que j'aime bien, en fait, c'est que c'est pas juste... En fait, j'ai vraiment l'impression que le film de super-héros, aujourd'hui, est devenu un genre à part, où on peut avoir un film de super-héros, mais lié, par exemple, à de la comédie, un film de super-héros lié à de l'espionnage. En fait, on peut trouver plusieurs autres genres de cinéma dans le film de super-héros. Après, évidemment, ça plaît ou ça plaît pas. Mais je pense que c'est devenu, avec Marvel, avec DC, enfin, que ça a pris une autre ampleur, ça a pris une dimension beaucoup plus grande, et qu'aujourd'hui on peut se dire qu'un film de super-héros, ça va pas être juste un film où un super-héros va détruire un immeuble en affrontant un ennemi. Ça peut être vraiment quelque chose de beaucoup plus psychologique, beaucoup plus on sent qu'il y a de la recherche aussi bien dans les dialogues, et même je pense aussi par exemple au film Black Panther. Alors il n'y a pas d'énormes innovations techniques du point de vue du placement de caméra, de la lumière, etc., mais on sent qu'il y a quand même une envie et il y a quand même une volonté, en fait, de s'affranchir de ce qui a déjà été fait, et de s'inspirer aussi d'autres films qui ne sont pas des films de super-héros. Je pense par exemple à un plan qui est en 360, il me semble, à un moment donné, non, 180, du coup, on commence vraiment à l'envers et la caméra se retourne. Peut-être que ça sert pas à grand-chose, mais si on analyse bien, ça montre... Enfin, par rapport au plan précis, ça montre, on peut analyser ça dans le sens où le personnage a changé de bord, etc. Enfin, c'est vraiment très intéressant, et je trouve qu'aujourd'hui, le genre super-héroïque est un peu trop sous-estimé,
Après, c'est libre à chacun, c'est en fonction des goûts de chacun, mais il est un peu trop sous-estimé. Et je pense que si on s'y attarde vraiment, on peut trouver son compte, au moins dans, allez, on va dire 1 ou 2 films de super-héros, où on peut se dire, ok, ça c'est un film de super-héros, mais ça va plus loin que ça me plaît, ça me plaît pas, et aussi on peut en débattre. Et c'est aussi ça, c'est aussi pour ça plutôt que j'ai créé la chaîne, pour qu'on en débatte et que je parle de ce que j'aime, de ce que je n'aime pas, et de pouvoir aussi interagir avec les personnes. C'est intéressant que tu parles du fait que ça soit sous-estimé. Alors, je vais avoir deux questions. Je vais commencer par la Mhm. première, logiquement. Comment tu peux, quand tu entends certains grands cinéastes, comme par exemple Martin Scorsese ou même Alejandro Jodorowsky, qui disent c'est de la merde, c'est puéril, il y a pas de cinéma, c'est devenu puéril. Euh, co- 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 Comment tu peux expliquer cela et surtout comment tu peux réagir face à ça? Moi, en soi, je conçois qu'on n'aime pas certains types de cinéma. Moi-même, par exemple, je suis pas le plus grand fan des films d'auteur, je suis pas le plus grand fan des comédies françaises, par exemple, mais je suis pas là à dire que c'est de la merde. C'est ça aussi, en fait, c'est pareil, je pense qu'il faut. En fait, c'est pas le fait qu'ils n'aiment pas, parce qu'en soi, moi-même, il y a des films que je n'aime pas et je peux tout à fait comprendre, et tout le monde n'est pas obligé d'aimer ce que moi j'aime, par exemple, et je trouve ça totalement logique, mais c'est plus la façon dont ils le disent, que c'est par exemple que c'est pas du cinéma, etc. Je suis désolé, mais quand il y a une production derrière, quand c'est validé par des personnes, quand c'est apprécié par la plupart des gens, alors oui, c'est pas le cinéma que la personne qui en a parlé fait et aime, mais on peut pas dire que ce n'est pas du cinéma. Oui, c'est du divertissement, mais en soi, les premiers films de cinéma, enfin, il me semble que c'était les Frères Lumière, il me semble, avec, enfin, un des premiers films plutôt, avec le train qui passe. Je suis désolé, mais c'était de base, c'était une innovation technologique et c'était aussi pour divertir les gens. Donc il n'y a pas forcément aujourd'hui, enfin, de plus en plus, on se dit le cinéma c'est un art, etc. Et évidemment que c'est un art, mais c'est vrai que dans l'art, on peut aussi retrouver plein de choses qui peuvent toucher plein de personnes. Voilà, il y a par exemple les dessins, tous les dessins sont de l'art en soi, mais chacun peut y trouver son compte. Et je pense que c'est exactement la même chose dans le cinéma, qui est lui-même un art. En fait, il y a des gens qui aiment le cinéma populiste, enfin pas populiste, populaire, pardon. Il y en a qui aiment il y en a qui aiment le cinéma d'auteur, il y en a qui aiment le cinéma, je sais pas, chinois, japonais, marocain, peu importe. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, on peut tous s'y retrouver et aimer ce qu'on aime, en fait. Et le fait de dire que c'est de la merde, moi je suis pas d'accord. Je pense que on peut dire qu'on n'aime pas, mais on peut pas dire que c'est de la merde, parce que ça c'est comme si je disais que ce film était nul. Il sait pas qu'il est nul, c'est que je le trouve nul. Alors il peut dire je trouve que c'est de la merde, mais là il dit c'est de la merde. Donc ça veut dire qu'il englobe tout le monde. Sauf que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il a juste à regarder les chiffres des différents box-office et tout, de regarder les notes qui sont mises à certains films, et après il pourra dire ok, je n'aime pas, mais je peux comprendre que certains aiment. Et malheureusement, il n'y a pas cette nuance dans son propos où il ne dit pas je comprends que ça plaise, il dit c'est de la merde. Et ça, moi, c'est ça qui me dérange. Après, le fait qu'il aime pas, je comprends tout à fait. Moi-même, il y a des films que j'aime pas et voilà, je trouve ça logique. Je crois que concernant Scorsese, je pense qu'il parlait surtout du MCU. Je crois que c'était ça dont il parlait. Est-ce que ce sont des films d'auteur? Parce que tu arrêtes pas de dire film d'auteur, mais est-ce que ce sont aussi, est-ce qu'on peut considérer cette mouvance comme ça de cinéma concentré autour de figures héroïques comme aussi des films d'auteur? Bah après, tout dépend de la définition qu'on a d'un film d'auteur, mais en soi, si on part du principe que enfin que c'est lié du coup à l'auteur et donc de quelqu'un qui écrit vraiment quelque chose, qui a une esthétique et qui a vraiment, enfin il y a vraiment une idée derrière. En soi, sachant que les films du MCU sont tirés de comics écrits par des auteurs, c'est pas impossible qu'on puisse aussi analyser les films de Marvel comme des films d'auteur. Je ne dis pas que ce sont des films d'auteur, j'ai dit qu'on peut l'analyser comme tel, mais je vois pas, en tout cas personnellement, je vois pas ça comme des films d'auteur, je vois vraiment ça comme moi, c'est vraiment un plaisir quand je regarde. Enfin, par exemple, je prends pas de plaisir quand je regarde un film d'auteur. Après, c'est parce que c'est adapté en fonction de ce que j'aime. Mais par exemple, c'est vrai que j'aimerais bien aussi des films qui sortent de l'ordinaire et qui, par exemple, pour contredire mon propos, le film Joker est, selon moi, un film d'auteur, mais qui a très bien réussi à faire la bascule, ou pas la bascule, mais qui a trouvé l'équilibre, on va dire, entre le film tiré d'un comics, donc quelque chose de très super-héroïque, etc., et qui a quand même une liberté artistique, et qui a, il me semble, enfin, en tout cas, pas Jared Leto, pardon, Joaquin Phoenix a reçu l'Oscar, donc c'est pas rien du tout. Et je trouve que
voilà, en fait, on peut y trouver de son compte partout. Je pense qu'il peut y avoir des films de super-héros liés à des films d'auteur. C'est pas incompatible. Mais c'est juste que moi, je préfère effectivement les films de super-héros purs et durs que des films d'auteur purs et durs. Mais c'est vrai qu'en soi, l'équilibre peut être trouvé également. Je pensais au film Logan aussi, qui est un film qui a cette sensibilité et cette recherche aussi artistique et de vouloir finir un arc qui a beaucoup été lié aux X-Men, donc quelque chose de très populaire et qui finalement se termine avec quelque chose d'assez minimaliste. Et ça, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'on peut y trouver son compte en fait dans tous les types de cinéma. Quand j'ai en face de moi un spécialiste de cet univers-là, donc je profite pour lui poser des questions, comment dire, d'ordre historique aussi sur cet univers-là, ça m'intéresse beaucoup. Euh, j'ai l'impression que il y a eu comme ça plusieurs périodes dans la manière d'adapter les personnages de super-héros, et que ça a vraiment commencé à prendre de l'ampleur, à être pris réellement au sérieux, sans que ça soit de la parodie, comme on en a vu dans les années 80. J'ai l'impression que ça a commencé réellement à partir du début des années 80, fin 80, début des années 90, avec Batman avec Tim Burton, et ensuite progressivement, ça a commencé à être pris de plus en plus au sérieux. Et là aujourd'hui, on est vraiment dans enfin, si un jour on devait écrire l'histoire du cinéma de ces 20 dernières années, il est obligé de consacrer plusieurs chapitres à la manière de questionner les super-héros. Est-ce que, selon toi, effectivement, il y a eu comme ça plusieurs périodes dans la manière de prendre au sérieux ce genre qui était à la base du comics? Je pense qu'il y a eu plusieurs périodes. Après, je pourrais pas les définir particulièrement, enfin précisément, mais je pense que, enfin, en soi, il y a déjà eu les X-Men avec cette idée déjà de faire une équipe, donc une famille. Donc c'était très tourné aussi vers la famille. Encore une fois, ça touche tout le monde, c'est très bien. Spider-Man qui était lui d'un côté un personnage très très connu du grand public avec les différentes séries d'animation, les différents comics. On savait qui était Spider-Man même avant de voir le film avec Tobey Maguire. Et je pense que le gap, enfin la vraie bascule qu'il y a eu entre les différents types de films, ça a été le MCU, avec le fait de retranscrire en film ce qui est fait en comics, avec le fait qu'on est obligé, entre guillemets, de voir un film avant d'en voir un autre parce que ça peut nous spoiler, même si ce n'est pas directement lié. Et cette idée d'univers, en fait, je trouve ça juste génial, et ça fait fonctionner, enfin, ça fonctionne très très bien, et je trouve que, enfin, ils arrivent à faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. On sent que DC a essayé de le faire et ça fonctionne pas très bien, mais on sent qu'aujourd'hui c'est plus pris au sérieux parce qu'on voit les chiffres, on voit les acteurs qui sont aussi dedans. C'est pas n'importe qui en soi, et c'est vrai qu'ils ont réussi aussi à faire ce pari de commencer par Iron Man, alors que c'était un personnage qui n'était pas du tout, enfin très peu connu plutôt du grand public. Ils ont réussi en plus à faire en sorte que Robert Downey Jr., qui n'était pas du tout bien vu à Hollywood, d'en faire un acteur hyper bankable, hyper connu, enfin d'autant plus connu qu'il ne l'était auparavant. Donc ils ont vraiment réussi à faire quelque chose de beaucoup plus, je pourrais pas dire précis, mais beaucoup plus engagés, si je puis dire ainsi. Enfin, ils ont réussi à transformer beaucoup de choses qui ne sont pas très connues du grand public, à faire en sorte que ce soit quelque chose d'incroyable visuellement et aussi par rapport à l'histoire. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une force là-dedans, et je trouve ça juste incroyable. Désolé, je me répète beaucoup, mais Non, non, mais c'est important parce que on sent aussi cette passion très forte. Avant de commencer à parler de la structure de ta chaîne, qui est très importante, juste revenir sur cette période-là. Mais qu'est-ce que tu penses de toutes ces adaptations telles que celle de Christopher Nolan comme Batman, ou alors Sam Raimi avec Spider-Man, ou même Batman vu par Tim Burton. Il y avait aussi Superman au début des années 80, mais bon, ça a extrêmement mal vieilli, mais je sais qu'à l'époque, c'était quelque chose qui laissait, enfin, qui faisait rêver la génération dont j'en fais partie. Et voilà, donc cette période où il y a eu comme ça des films qu'on pourrait peut-être, je te parlais de classification, je te parlais de films d'auteur. C'est vrai que lorsqu'on voit les Batman de Burton, de Nolan, ou Spider-Man de Sam Raimi, on reconnaît la patte de ces oui. cinéastes auteurs. Et aujourd'hui, j'ai cette impression qu'il n'y a plus de cinéastes, comment dire, non, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que entre cette période-là et la période d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé?
En soi, oui. Bah, là, je peux faire un petit. Ouais, je Là, t'en on peut prie. faire une différence dans le sens où, oui, par exemple, Nolan, Sam Raimi, ils ont réussi à faire en sorte que des personnages de comics qui sont, enfin, qui sont connus du grand public puissent avoir leur propre identité. Donc, on sent que Sam Raimi, qui a déjà fait des films d'horreur, on sent vraiment, même si c'est un film tourné vers la famille, enfin, on sent que c'est un film, du coup, familial. Les Spider-Man, on sent quand même que parfois, t'as des moments qui sont tournés à l'horreur. Je pense par exemple à la scène où ils essaient de couper les bras mécaniques du Docteur Octopus. Là, on sent que c'est tourné vraiment pour nous faire peur, avec notamment le jeu d'ombre, la musique, les cris, etc. On sent qu'il y a vraiment cette idée-là. Et pareil pour Batman. Après, pour Batman, c'est un petit peu plus différent parce que le personnage est déjà sombre dans les comics. Mais tu as ces films qui sont tout aussi sombres. Après, on peut faire le parallèle avec Justice League, où Batman n'est pas du tout sombre, et là, vraiment, c'est totalement raté. Mais justement, tu as cette idée au début du MCU, où, du coup, pour faire la différence avec cette idée d'avoir une recherche artistique par rapport au cinéaste, au début du MCU, tu avais vraiment cette idée que c'était Marvel, Disney, enfin, même si à l'époque c'était Paramount, mais donc tu avais Marvel, Paramount et Kevin Feige, donc le patron de Marvel Ouais. Studios, qui décidait, bon, on va mettre ça, on va faire ça, on va faire ça, et vous discutez pas, vous êtes là pour le faire, c'est mon idée, c'est ma vision. On pouvait le voir comme ça, et c'est vrai que de plus en plus, là, on retombe dans ce qu'on avait avant, avec cette idée que on a des personnages, enfin des cinéastes qui mettent leurs pattes, avec par exemple James Gunn et les Gardiens de la Galaxie, qui a entre guillemets renouvelé le genre, ou plutôt même, si je peux dire ainsi, inventer un nouveau genre avec le cinéma de super-héros, mais qui est vraiment lié à très très pop et dans l'espace, etc. Quelque chose qu'on n'avait pas forcément énormément vu aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui. Et même aujourd'hui, par exemple, alors j'ai pas encore vu ces films, mais Chloé Zhao qui va réaliser le prochain film Eternals, elle va être sur une grosse production, alors qu'elle était plus sur des films à beaucoup plus petit budget et qui sont, d'après la critique, très très bon. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire, enfin ce qu'elle a fait plutôt. Et on sent que cette cinéaste-là n'est pas du tout en lien avec ce que peut être le film Eternals, mais en plus, dans plusieurs interviews, elle a dit et redit: on m'a donné une liberté artistique folle, et je pensais même pas moi-même, en étant chez Marvel Studios, pouvoir avoir cette liberté-là. Et donc c'est d'autant plus pour ça que j'ai envie de voir le film Eternals, parce que on sent que ça peut avoir on sent qu'il peut y avoir la patte du cinéaste qu'on peut retrouver dans ses précédents films. Alors, je peux pas parler en son nom, parce que, je peux pas parler par rapport à son cinéma, parce que je n'ai pas encore vu ses films. Mais je pense que Marvel semble se diriger plus vers, de moins en moins vers des yes man, donc des gens qui vont dire oui à tout, mais de plus en plus vers une recherche artistique, par exemple avec Ryan Coogler et Black Panther, ou même Taika Waititi. Alors on aime pas, mais par rapport à Thor Ragnarok, on sent qu'il y a cette volonté de faire différents styles pour que tout le monde puisse s'y retrouver, même si c'est quelque chose de très très populaire de base, mais où tout le monde peut s'y retrouver et aimer tel ou tel film. On s'en moque, de toute façon, c'est un univers dans lequel tout le monde pourra trouver son compte. Dans ta chaîne YouTube, il y a plusieurs, quand on commence à s'intéresser à la playlist, il y a beaucoup de rubriques, comme si tu avais donc 35 idées par minute, et qu'il fallait absolument tout dire, parce que, en fait, c'est très simple, je pense. Tu vas me dire si je me trompe. Pour se faire une idée de ta passion pour le cinéma, pour se faire une idée, allez, on va utiliser un gros mot, de la politique éditoriale de ta chaîne, je pense qu'il faut regarder les réactions. Et les vidéos qu'on appelle réactions. Je ne réduis pas ton travail à cela, mais je veux parler plutôt de ta manière d'être, de jouer aussi. Et il y a une vidéo, là, l'une des dernières, pardon, c'est la vidéo concernant le trailer Godzilla contre King Kong. Et j'invite toutes celles et tous ceux qui n'ont pas encore vu, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, je pense que beaucoup de gens l'ont vu, cette vidéo. Je veux dire, moi j'ai fait une expérience, j'ai coupé le son. J'ai coupé le son et je t'ai regardé simplement réagir. C'est magnifique parce que le cinéma, c'est d'abord l'enfance pour moi. Je pense que c'est à l'enfance qu'on construit quelque chose. Et tu as une manière on sent que les poils, tu as les poils qui montent, on sent que tu as l'adrénaline, on a l'impression que tu es dans une salle de cinéma. Et effectivement, tu as raison, parce que tu parles beaucoup pendant la bande-annonce, donc je t'imagine lors de ces rituels familiaux, parler pendant, donc tu vois, il y a des choses qui se rejoignent. Je vais te poser une question très provocatrice. C'est pas du chiquet ce que tu fais.
C'est vraiment comme ça que tu réagis. Ah, exactement. Et c'est pour ça que je reçois plein de messages parce que en fait c'est ça le truc, c'est que on est très critique en France et c'est le problème. Par exemple aux États-Unis, tu vas regarder une vidéo comme ça, ils vont dire ah c'est trop cool et tout. Alors qu'en France, c'est vrai que enfin les réactions en France, elles sont très voilà monotones. Il y a très peu de réactions alors que ça s'appelle réaction. Et moi, je suis quelqu'un de très très expressif quand je vois quelque chose qui me plaît beaucoup. Et c'est vrai que bah, du coup, du point de vue de la France, c'est vrai que c'est peut-être vu comme du jeu ou quoi que ce soit. Alors sachez que ça ne peut pas être du jeu parce que je suis un très mauvais acteur déjà. Et en fait, non, c'est moi, je réagis comme ça parce que c'est. Je pense par exemple à la réaction d'Infinity War. C'est un film que j'ai attendu pendant près de 10 ans et de voir le premier rendu, ça m'a mis des frissons et tout. Et même quand j'ai vu le trailer de Godzilla contre Kong, moi j'ai été bercé par Kong de Peter Jackson, j'ai été bercé par le Godzilla de Gareth Edwards. Et de voir ça aujourd'hui, un Kong contre Godzilla qui font genre. Alors, c'est pas du cinéma d'auteur du coup pour le coup, mais Mais c'est un truc que moi j'adore. c'est déjà arrivé, hein, je me Oui, souviens de oui, l'avoir vu, bien sûr. c'était un film japonais, je crois, j'étais Ouais, gosse, j'avais vu ça, et qu'on gagnait à la fin le combat, et on le voyait partir exactement. en saluant avec le bras mécanique, tu vois, parce que c'est pas aussi Oui, fluide que maintenant. Mais il y a aussi les mots que tu, parce que bien, bon, attends, je suis pas, enfin, j'ai vu d'abord ta vidéo avec le son, bien évidemment, mais il y a les mots que tu utilises aussi. Il est beau. Tu parles de King Kong en disant il est beau. Tu dis Godzilla, oh, c'est beau, il est beau. Ça, c'est vraiment des objets qui t'appartiennent et voilà, t'as vraiment un trop plein comme ça de subjectivité qui envahit le cadre. C'est Mhm. très impressionnant de voir ça. C'est très très impressionnant de voir ça. Bah, en fait, j'aime bien donner mon avis parce qu'en fait, je me dis, c'est dommage de partager sa passion, mais de pas dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Moi, quand il y a quelque chose que j'aime pas, je le dis clairement et je vais pas chercher à faire, à trouver des, enfin, à faire, à mettre des pincettes ou quoi que ce soit. Je le dis clairement quand ça me plaît pas. Et enfin, dans la même optique, je dis exactement la même chose quand ça me plaît. Et, quand je dis qu'il est beau, etc., c'est surtout parce que c'est visuellement, je trouve ça fou en fait. Ils ont réussi. Enfin, moi, pour tout vous dire, j'ai fait une école d'art, enfin une école d'art, j'ai fait une école de cinéma et tout, et on nous apprend à analyser esthétiquement parlant, parce que j'ai eu beaucoup de cours d'esthétique du cinéma, et esthétiquement parlant, c'est très très beau. Alors peut-être qu'il n'y a pas de recherche de plan de caméra, d'éclairage, encore une fois, mais visuellement, les effets spéciaux sont enfin, juste incroyables. Aujourd'hui, quand je vois ça, je me dis, mais si ça arrive un jour, enfin, si ça se passe vraiment, ça peut ressembler à ça. Et je trouve ça juste incroyable, vraiment, de la façon dont c'est fait. Et voilà, moi, je suis fan de tous ces univers-là. Je suis très dans le spectaculaire. Quand je vois Kong qui met une droite à Godzilla, moi, je suis comme un enfant. C'est des trucs que je faisais avec mes jouets. Et de le voir aujourd'hui en film, c'est fou. Mais C'est fou. pourquoi tu te sens obligé constamment de dire, de te justifier finalement ça fait 37 minutes qu'on discute, tu as une passion, elle est sereine et légitime, et c'est très bien ainsi, mais souvent tu es obligé de te justifier de cette légitimité, Euh, et c'est très intriguant. Enfin, En soi, c'est parce que j'ai peur de pas, enfin, d'être trop, comment on peut dire ça, trop extrême, on va dire, parce que j'ai mes opinions, j'ai mes convictions, je sais ce que j'aime, je sais ce que je n'aime pas. Et mais le truc, c'est que je sais que ça peut aussi ne pas plaire à tout le monde. C'est pour ça que j'essaie de aussi de temps en temps mesurer mes propos. Enfin, je parle comme je parle dans la vraie vie, dans mes vidéos, hmm. mais des fois, c'est vrai que j'essaie d'apporter une nuance. Par exemple, si je suis trop loin, si je vais dire ah ça, ce film c'est génial et tout, je vais quand même essayer de me dire est-ce que c'est si génial que ça en amont, enfin non, pas en amont, mais justement après la vidéo, je vais me dire est-ce que c'était si bien que ça. Par exemple, quand je regarde un épisode de WandaVision, je suis comme un enfant, et après je me pose des questions de me dire est-ce que ça c'était si bien que ça, est-ce qu'ils auraient dû mettre pas ça avant, est-ce qu'ils auraient dû le mettre après, et je me pose beaucoup de questions, et c'est pour ça aussi que je nuance aussi mon propos dans certaines vidéos où je parle. Enfin, je donne mon avis en disant c'est beau, c'est pas beau, etc. Mais de temps en temps aussi, je suis obligé entre guillemets de me justifier et de dire pourquoi, parce que je sais qu'il y a des gens dans les commentaires qui vont me dire ah mais oui, mais tu dis ça parce que tu trouves ça, parce que c'est juste populaire, donc tu veux faire des vues. Et ça, je déteste ça parce que encore une fois, si je voulais faire des vues, je ferais pas des vidéos sur Marvel, enfin, je ferais pas des vidéos sur le cinéma pop culture. Enfin, c'est pas ce qui touche le plus de gens. Et moi, j'ai juste envie de parler de ma passion. C'est pour ça que j'essaie quand même de nuancer mon propos, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont pas apprécier forcément ce que je dis, donc j'essaie quand même de faire entrer dans la tête des gens que c'est mon avis, et que même si vous avez un avis différent, bah tant pis, enfin moi c'est mon avis et voilà. Mais j'essaie en fait juste de faire des vidéos, de parler de ce que j'aime, et de faire ce que j'aime, et de parler de ce que j'aime, c'est tout. Voilà.
quand on observe attentivement les vidéos que tu publies, là, les dernières vidéos, j'ai cette impression que les vidéos que tu publies ne sont pas forcément sur des films ou des auteurs, c'est sur des questions que tu te poses au moment où tu te poses une question, 2 minutes après, tu fais la vidéo. J'ai cette impression-là. Oui. Est-ce que c'est comme ça que ça se travaille En soi, j'ai déjà des idées de vidéos. J'ai tout un planning de vidéos, je sais tel jour je vais sortir telle vidéo, etc. Et en fait, avec les idées que j'ai en amont, quand je regarde l'épisode, après je me dis ah bah ça peut rentrer ça peut fonctionner avec tel type de vidéo. Du coup, je vais peut-être fusionner déjà les idées que j'avais avant et les idées que je peux avoir aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'imagination dès que j'ai une idée, je me dis il faut que j'en parle parce que je me dis que peut-être que l'idée que j'ai, d'autres aussi l'ont, mais peut-être qu'ils en parlent pas autour d'eux parce qu'ils n'ont pas cette personne que moi, par exemple, je n'avais pas à l'époque pour en parler. Donc, je me dis que moi, je peux être aussi cette personne via YouTube avec qui ils peuvent en parler. Et c'est aussi pour ça, dès que je me pose une question, dès que je me dis ah bah ça peut faire une vidéo qui peut intéresser des gens, je la fais parce que en soi, je me dis on est jeune, on n'a rien à perdre. Je suis sur YouTube, ça se passe très bien. Donc autant proposer du contenu qui peut plaire à tout le monde. Et c'est aussi comme ça que je vois la chaîne. Je le dis souvent, mais c'est un peu comme je sais pas si tu vois, mais les gâteaux apéritifs, genre qui sont séparés en 4 petits morceaux. Tu as de temps en temps des petites boules au fromage, des trucs à la cacahuète, des trucs au bacon, etc. Et en fait, je veux que ma chaîne ce soit comme ça. En fait, on puisse picorer une vidéo de temps en temps, même si c'est pas forcément ce qu'on aime, on peut peut-être la goûter et voir après si on n'aime pas, on regarde plus, mais au moins de proposer plein de contenus qui me plaisent, et je fais d'abord les vidéos aussi pour moi, de proposer plein de contenus, et comme ça, les gens après ils peuvent regarder telle vidéo ou telle vidéo. S'ils regardent pas tout, moi je m'en moque. Au moins ils peuvent regarder ce qu'ils ont envie de voir et aussi ce qu'ils peuvent ne pas trouver sur d'autres chaînes aussi. Et encore une fois, je le précise, mais je regarde quasiment aucune chaîne de pop culture parce que j'ai pas envie d'avoir une idée parce que j'ai vu telle vidéo. Tout ce que je dis dans les vidéos, c'est mes idées, ou alors quand c'est pas mes idées, c'est les abonnés qui m'en parlent, et du coup je précise que ce n'est pas mes idées. Voilà. Il y a aussi un aspect que tu aimes beaucoup faire, et d'ailleurs c'est comme ça que je t'ai découvert, ce sont les lives. Les lives. Il y en avait t'en avais un hier soir. Alors quand je dis ça, hier soir, c'était le 15 février, on est le 16 aujourd'hui. Bon, j'en ai vu un tout petit peu, puis le reste je l'ai vu en replay parce que aussi j'avais un live de mon côté. Mais il y a, comment dire, on sent que dans les lives tu as on sent que cette chaîne-là, tu l'as fait aussi pour pouvoir discuter avec les autres. On sent que c'est très important pour toi de parler, que tu pourrais parler des heures et des heures, et il y a cette passion très très forte. C'est pour ça que je t'avais posé la question pratiquement au tout début, à savoir est-ce que tu parles beaucoup avec tes parents après avoir vu le film, parce que quand on voit les lives, je pense que si tu pouvais faire que des lives tous les jours, je pense que tu serais content. Ah oui, oui. Après, peut-être pas tous les jours, parce que je pense que je tournerais peut-être un peu en rond, parce qu'en ce moment, c'est beaucoup du WandaVision, donc... non, mais discuter avec... Ah oui. Alors, pas forcément les FAQ, parce que hier soir, c'était une espèce de FAQ, si je me trompe pas. Voilà, c'est un peu ça. Non, vraiment dialoguer avec d'autres personnes. C'est ça aussi, c'est ça dont je parle quand je te parle des lives, ouais. J'adore. Après, c'est beaucoup plus compliqué de parler, d'avoir ce genre d'interaction avec les vidéos de base, avec les commentaires et tout. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'est pas forcément tout le temps sur YouTube, alors que là, c'est du direct. Donc, c'est beaucoup plus simple d'avoir cette proximité avec des personnes, encore une fois, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu de ma vie. Et c'est très cool. C'est très cool de savoir que je ne suis pas seul à aimer ce genre de cinéma. Et aussi, ce qui est cool, et c'est ça que j'adore, c'est de voir que les gens aussi imaginent des théories auxquelles je n'ai même pas pensé et qui sont beaucoup plus stylées que les miennes. Et ça, je trouve ça génial. Parce que je me dis, ah ouais, putain, ça, j'y ai pas pensé. Et des fois, ça me dégoûte parce que je me dis, ah bah du coup, j'y ai pas pensé moi-même. Donc, mais c'est vrai que cette proximité avec les gens, je la trouve très cool. Après, évidemment, ça sera beaucoup plus étrange si ça se passe en vrai, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez timide aux premiers abords. Donc, je j'aurais pas forcément cette même aura, si je puis dire ainsi, dans les lives et en vrai, mais quand ça se passe en live, c'est très très cool parce que c'est vraiment quelque chose que déjà j'avais très peur de faire, et je vois que ça fonctionne, ça plaît aux viewers, donc tant mieux, et surtout moi ce qui importe, c'est que ça me plaise aussi de base à moi surtout.
Alors, il faut savoir que le lien de ta chaîne sera sur la page dédiée de cette émission, même si tu es forcément très connu, mais en tout cas, je fais ça avec tout le monde, c'est important. Je voudrais profiter que tu sois là pour te poser deux questions qui n'ont pas Pas de souci. forcément, qui n'ont pas forcément un lien direct avec la structure de Fait Croquer, mais je veux te poser. Alors, la première question, c'est en t'écoutant parler donc de ce genre cinématographique, parce que c'est un genre cinématographique. C'est quel est le film qui le plus transcendant pour toi de ce genre? Hmm. Bah, tout à l'heure, j'ai cité Captain America, le soldat de l'hiver. Ouais. Encore une fois, parce que les conditions dans lesquelles je l'ai vu, et ça, j'en reviens à la planète au trésor, les conditions dans lesquelles j'ai vu Captain America, elles étaient juste géniales, et ça m'a fait d'autant plus apprécier le film. Et quand j'ai vu le film, c'était juste incroyable. La musique, les acteurs et tout. Donc je pense que ça serait ce film-là. Après, j'ai énormément aimé Black Panther parce que bah, je suis de couleur, donc ça m'a fait plaisir d'avoir un super-héros de couleur aussi. Ah, alors là, je suis très, enfin, ça m'intéresse ça par contre. Je veux Oui. dire que jamais j'aurais pensé cela. C'est quelque chose qui t'a vraiment. Ah ouais. D'accord, ok. En fait, c'est l'identification. Parce Mais oui, que on avait Blade avant, et Blade, moi, c'était pas des films qui exactement. m'avaient touché parce que c'était des films de vampires. À l'époque où c'était sorti, j'étais très jeune, donc ça me faisait très peur. On avait Blade et tout, et il faut savoir que l'un de mes personnages préférés dans le MCU avant tout ce qui s'est passé, c'était War Machine, parce que c'était le seul personnage black que je connaissais. Et c'était un personnage où je pouvais m'identifier. Par exemple, quand on jouait aux super-héros avec mes cousins qui adorent les Marvel et tout, bah, j'étais souvent War Machine ou Black Panther parce que c'était c'était des personnages qui étaient de la même couleur que moi et j'étais jeune, du coup, bah, pour moi, c'était celui qui me ressemblait le plus. Et aujourd'hui, de voir un film Black Panther, de voir à quel point il est apprécié, moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que, en plus, dans un monde aujourd'hui où on est malheureusement beaucoup trop jugé sur sa couleur de peau, sur sa religion, sur son orientation sexuelle, sur toutes ces choses-là, pardon, c'est bien. Ça fait du bien d'avoir un film comme Black Panther parce qu'aujourd'hui, des jeunes personnes de couleur pourront se retrouver en se disant, bah, aujourd'hui, moi, j'ai un super-héros qui me correspond parce qu'il me ressemble. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à regarder les Marvel, les films de super-héros, c'était du Batman, c'était du Superman, c'était du X-Men. Donc, j'avais pas forcément cette identification qui était totale. Et aujourd'hui, évidemment, je fais la part des choses. Et en plus, du coup, il y a de plus en plus de diversité. Donc, je trouve ça génial. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Enfin, c'est mieux d'avoir de plus en plus ce genre de films très, très diversifiés pour que tout le monde, vraiment tout le monde, puisse s'identifier à chacun des personnages. Qu'on soit musulman avec, par exemple, Kamala Khan qui va arriver avec Miss Marvel, Ouais, ouais, qu'on ouais, ouais. soit, euh, qu'on soit, euh, qu'on soit de couleur noire avec Black Panther, qu'on aime la personne du même sexe que soi, on s'en fout en fait. On s'en fout et c'est ça qui est cool, c'est que tout le monde va pouvoir s'identifier. Et c'est ça que j'aime en fait. C'est pour ça aussi que j'aime Marvel, c'est qu'ils réussissent à faire en sorte que peu importe qui tu es, peu importe où tu es dans le monde, il y a un personnage qui peut te ressembler et où l'identification peut se faire. Et je trouve ça juste incroyable en fait. Écoute, j'aimerais profiter de ce que tu viens de dire pour te poser Mhm. une question concernant un. C'était pas du tout prévu, mais ce que tu viens de dire m'intéresse énormément parce que plus je vieillis, plus je m'intéresse à ce genre de questionnement Mhm. de la représentation, parce que moi-même, m'appelant Samir, ce sont des questions qui m'ont traversé l'esprit pendant de très longues années. Et tu as vu Soul de Pixar, je Oui. l'imagine. Bon, juste une question. Est-ce que le fait de voir dans ce film-là que tous les personnages sont donc que le film se déroule dans la communauté afro-américaine, que parce que on y parle de jazz, donc on utilise la communauté afro-américaine, que quand les seuls personnages qui ne sont pas issus de cette communauté sont issus de d'autres communautés, en fait que ça soit un film, je vais dire un film un peu black exploitation, un film avec qui n'est pas forcément adressé à la communauté afro-américaine comme l'était la black exploitation. Et encore, la black exploitation était produite par des blancs. Et ça, voilà, quand on connaît l'histoire, c'est important de le signaler. Mais cette manière de vouloir à tout prix mettre de la diversité, alors que rares sont les dessins animés où il y a un trop plein de choses.
Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a gêné ou en fin de compte, tu t'es dit non, tant mieux, enfin, nous avons un... En plus, l'un des co-scénaristes et co-réalisateurs de ce dessin animé est issu de la communauté africaine, a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle One Night in Miami, je crois, qui est d'ailleurs sortie sur Netflix, Amazon, si je me trompe pas. Bref, est-ce que cette envie comme ça de studio, de vouloir à tout prix questionner la diversité, mais en utilisant parfois des stéréotypes et des clichés, est-ce que c'est quelque chose qui te gêne? Ou alors au contraire, toi tu te dis non, finalement c'est une bonne nouvelle et c'est tant mieux ainsi. Je suis un peu partagé. Alors, je trouve que déjà Saul. Alors, j'ai pas aimé forcément le film, mais l'idée d'avoir un personnage afro-américain, encore une fois, je trouve ça super parce que D'accord. encore une fois, il y a des petits, il y a des enfants qui vont pouvoir s'identifier plus facilement et où tu peux moins t'identifier, par exemple, à un Woody, par exemple, qui est totalement différent, mais qui voilà. Et moi, je suis un peu partagé parce que je suis pour que les communautés soient de plus en plus mises en avant et je trouve ça juste, je le veux, mais faut pas le faire à outrance parce que ça devient après de la discrimination positive et ça j'aime pas. De faire en sorte, enfin, des fois tu sens que dans certains films ils ont mis un asiatique, ils ont mis un afro-américain parce qu'il fallait en mettre et ça j'aime pas. Ça je pense à Star Wars par exemple, avec les derniers Star Wars où ils ont pris Finn. Ah, Où c'est ils ont une pris. honte. C'est une honte. Ça, je trouve, c'est horrible. C'est horrible parce que non, c'est c'est une même honte. pas pour c'est même pas pour les acteurs. Leur talent, c'est parce qu'ils sont asiatiques et ça, je trouve que c'est juste c'est de la discrimination positive. Ils se disent ah bah c'est bon, on a mis comme ils disent leur quota, mais c'est n'importe quoi. Moi, Mais je trouve que surtout, c'est une honte. mais surtout quand on voit, pardon, moi je suis complètement perdu dans les Star Wars, les trois derniers, voilà, les trois derniers. Enfin, quand on voit le premier des trois derniers, on se dit bon, ah tiens, c'est intéressant, il y a une histoire d'amour qui va naître, c'est intéressant. Et finalement, non. Et Ben, d'un seul coup. Et en plus de ça, dans le dernier, on comprend que, en fait, c'est ça qui est horrible, c'est que lorsque tu vois ce film-là, tu ne donnes pas le nom du gars ou tu donnes pas le nom de son personnage. Ce sont c'est un acteur noir, un acteur asiatique. Et ça, c'est horrible. Et donc, tu te dis, tiens, il va y avoir finalement une autre idylle amoureuse entre l'actrice, le personnage asiatique et le personnage noir. Enfin, alors que tout était fait pour. Et c'est honteux. c'est horrible, c'est horrible. Parce que Et le pire, c'est que, exactement. Et le pire, c'est que l'acteur, plus tard, s'en rende compte et fasse un communiqué là-dessus et plongeant sa carrière dans l'oubli complètement parce que mais oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord Moi, je avec trouve toi. en fait, je trouve que c'est malheureusement de la discrimination positive. Oui, c'est bien d'avoir de plus en plus de communautés qui sont mises en avant dans les films. C'est génial. Mais le faire parce qu'il faut le faire, c'est pas une bonne idée. Prenons quelqu'un, pas pour sa couleur de peau, mais parce qu'il est talentueux. Juste pour ça. Et voilà, moi, je reste dans cette optique-là. Si y a, enfin, moi, je trouve ça horrible, en fait. Ça me dégoûte, en fait. C'est ça, c'est la partie aussi que j'aime pas du cinéma, parce que c'est aussi beaucoup de profit. Il y a beaucoup d'argent qui est derrière et tu sens que, par exemple, pourquoi est-ce qu'ils ont mis une asiatique dans le film Star Wars? Parce qu'ils veulent toucher le public asiatique. Et ça, je trouve ça horrible pour l'actrice qui est dedans. Parce qu'elle est, en soi, elle n'est même pas castée parce que elle a du talent, mais parce qu'elle est asiatique. Et ça, je trouve que c'est dégueulasse. Désolé, je sais pas si on peut dire des gros mots, mais je trouve ça Si, on horrible. peut. Je trouve ça dégueulasse. Je suis désolé, mais voilà. Moi, je préfère juger quelqu'un sur son talent plutôt que sa couleur de peau. Et la couleur de peau ne devrait, enfin, voilà. Je trouve ça juste horrible. Voilà, juste, c'est tout. Allez, on va terminer sur une note positive. J'ai fait exprès de ne pas voir ta vidéo concernant la réaction du teaser du Zack Snyder. Et donc, je voulais juste... est-ce que tu t'es remis de cette bande-annonce? Je me suis remis de cette bande-annonce. Encore, j'en tremble encore. J'en tremble encore. Mais non, c'est incroyable. C'est fou, en fait. Avec 2 bandes-annonces, ils ont réussi à faire mieux qu'un film. C'est fou quand même. Zack Snyder, après il s'est passé ce qui s'est passé pour le réalisateur, c'est dramatique. Mais Joss Whedon par exemple, j'aime pas du tout. Je trouve qu'il a gâché totalement ce qu'a fait Zack Snyder. Je trouve ça horrible. Je trouve ça encore une fois horrible. Et encore une fois, j'aime pas Joss Whedon, que ce soit la personne ou le cinéaste. Alors j'ai bien aimé les Avengers, mais encore une fois, c'était à l'époque où c'était un yes man, parce que c'est quand même les idées quasiment de Kevin Feige. Ce qu'ils ont montré dans le trailer, je trouve que c'est 1000 fois mieux que tout le film Justice League et surtout la scène de fin avec le Joker.
Avec le Joker, ouais. Ça remonte aussi tout ce que le Jared Leto a fait dans Suicide Squad, donc c'est génial. Enfin, j'adore. Bah, en tout cas, ça a été vraiment, vraiment un plaisir de discuter avec toi. Je te connaissais pas du tout. Je connaissais un peu tes vidéos et là, j'aurais envie d'en suivre davantage. Merci Merci. beaucoup, Warren, pour Merci à toi. de nous avoir confié un petit peu, nous avoir un peu ouvert comme ça ton petit coffre rempli de trésors et d'objets cinématographiques. J'espère qu'on se retrouvera au cours d'un live. Ça me fera extrêmement plaisir. Et en tout cas, le lien de ta chaîne, bien évidemment, sur la page. Allez-y, c'est super, c'est très passionnant. Merci beaucoup et on se dit à C'est très très bien. vite. Pas de souci. À bientôt. Salut. In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me.